On va démarrer. Un petit rappel simplement sur le fonctionnement. Donc, vous êtes sur la plateforme GoToWebinar et nous avons le plaisir de l'animer avec Sébastien Riquelme. Donc, nous sommes une partie du service technique de la CPNEF. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions que vous voyez en haut à droite avec le petit point, petite bulle rectangulaire. N'hésitez pas à écrire vos questions, nous y répondrons. Également une information, le webinaire est enregistré et il sera mis à disposition en replay sur le site internet de la branche, rubrique emploi formation, nos communications et outils. Avant de commencer, on va se présenter. Donc, je suis Anna-Laura Gavina, chargée de communication et emploi formation, et Sébastien Riquelme, responsable du pôle CPNEF et observatoire. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Un petit mot pour vous parler des différents temps d'information qui sont menés actuellement pour vous informer sur les dispositifs 2026. Donc hier, s'est tenu un premier webinaire à destination des employeurs. Aujourd'hui, ce temps vous est dédié à vous, salariés de la branche ALISFA. Et jeudi 22 janvier, nous allons organiser et tenir un troisième webinaire, cette fois à destination des salariés et des employeurs des structures situées dans les DROM. Également, des réunions d'information collective sont organisées en région avec les RR, les référents en région, et les conseillers uniformation. Ces réunions sont plutôt dédiées aux employeurs. Enfin, un petit mot également pour vous dire qu'il existe plusieurs supports d'information, notamment la brochure qui est très importante et que je vous invite à consulter. Elle sera prochainement disponible sur le site de la branche. Il y a une brochure qui vous est dédiée. Sébastien vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Également, si vous le souhaitez, il existe un tableau qui récapitule l'ensemble des règles de financement de la formation. C'est disponible également sur le site de la branche. Parcourons l'ordre du jour. Si vous le voulez bien, nous allons introduire ce webinaire avec une petite vidéo de la présidence de la CPNEF ALISFA. Ensuite, Sébastien vous présentera la branche ALISFA, fera ensuite un point sur le financement de la formation professionnelle. Il reviendra également sur les différents dispositifs qui existent en fonction des besoins. Et enfin, un petit récap des ressources et des outils qui sont disponibles. Nous allons donc commencer par vous diffuser un petit message vidéo de la présidence de la CPNEF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cycle de webinaires dédié au dispositif de formation en 2026 à destination des salariés et des employeurs de la branche. Avant toute chose, on se présente, je suis Isabelle Duchesne, administratrice ELISFA et présidente de la CPNEF. Michel Poulet, je suis secrétaire fédéral à la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière et je suis vice-président de la CPNEF. Avant de rentrer dans le détail des dispositifs, un petit point sur l'actualité emploi-formation. Alors, pour commencer, un mot sur le paritarisme. La CPNEF est une instance paritaire, c'est-à-dire réunissant les syndicats de salariés et l'organisation employeur. La présidence de la CPNEF est à cette image. Sur le contexte général, de gouvernement en gouvernement, l'austérité budgétaire se poursuit, se répand et s'amplifie. La situation concernant la formation professionnelle n'y échappe pas. Les attaques contre les OPCO, comme uniformation, en témoignent. OPCO à qui le gouvernement demande des économies drastiques qui pourraient engendrer une vague de licenciements. L'année écoulée a donc été marquée par de fortes contraintes, tant budgétaires que réglementaires. Pour autant, paritairement, nous avons su maintenir une dynamique positive. En 2025, les résultats sont là et témoignent de l'engagement des interlocuteurs sociaux et de la pertinence des orientations portées par la CPNEF. Un chiffre permet de mesurer concrètement cette action. En 2025, plus de 42 000 stagiaires ont été formés sur les fonds conventionnels, contre environ 37 000 en 2024, soit une progression significative. Pour les changements attendus en 2026, je laisse Isabelle prendre la suite. Concrètement, cette austérité décrite par Michel a des conséquences sur nos dispositifs en 2026.
La première conséquence, c'est que grâce à nos dispositifs conventionnels, nous maintenons l'ensemble de nos enveloppes, mais dans des contraintes budgétaires, donc dans une enveloppe contrainte. La deuxième conséquence, c'est sur le financement de toutes les formations certifiantes et diplômantes. Nous vous l'avions dit en 2025, en novembre, dans la newsletter, nous avions donc le dispositif PROA qui a disparu et qui a été remplacé par la période de reconversion. Deux incertitudes sur cette période de reconversion, c'est sur les moyens alloués à une formation pour la financer, et donc les moyens que nous allons avoir au niveau de la branche pour la mettre en place. Et la deuxième grosse incertitude, c'est que nous sommes toujours en attente des décrets d'application, et donc nous ne pouvons pas mener des négociations au niveau de la branche. C'est pour cela que nous avons mis en place un dispositif transitoire du 1er janvier au 30 juin. Tout cela va vous être expliqué par l'ensemble des services techniques de la CPNEF, Sébastien, Corinne, Anna-Laura, Laurie, Pascal et Rendor. Et maintenant, c'est à vous. Et nous revoilà. Merci beaucoup Anna-Laura pour ton introduction. Merci beaucoup à la présidence pour ce mot. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous ne serons que deux, Anna-Laura et moi, mais nous sommes très contents d'être avec vous pour parler de formation, pour parler financement de la formation et puis pour parler également un petit peu de la branche professionnelle. On va commencer par là, juste pour se remettre un peu dans le contexte et pour s'échauffer un peu. Donc une branche professionnelle, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un regroupement d'entreprises qui ont une activité proche. Et dans cette branche, les employeurs et les syndicats de salariés, ils négocient les règles qui s'y appliquent. Une convention collective nationale, justement, c'est le résultat de ces négociations entre employeurs et syndicats de salariés. Et cette convention collective, elle vient compléter la loi, prévoir des dispositions supplémentaires. Alors, par exemple, le nouveau système de rémunération qui est entré en vigueur en 2024 et dont vous avez très probablement entendu parler, c'est le fruit d'une négociation au sein de la branche entre les employeurs représentés par la seule organisation représentative des employeurs dans la branche, l'ISFA, et les organisations syndicales de salariés, au nombre de 3 dans la branche, la CFDT Santé Sociaux, l'USPAOC-CGT et la FNAS EFO. Dans cette branche professionnelle, j'ai dit qu'une branche, c'est un regroupement d'entreprises qui avait une activité proche. Et nous, dans notre branche, la branche ALISFA, la branche des acteurs du lien social et familial, on retrouve les centres sociaux et socioculturels, les établissements d'accueil de jeunes enfants, les associations de développement social local, les espaces de vie sociale et les fédérations. Et donc, comme je l'ai dit, dans chacune de ces structures, des employeurs, des salariés, chacun représenté dans le cadre d'instances paritaires, et donc 3 grandes instances paritaires dans notre branche. La CPPNI, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, qui négocie la convention collective et ses avenants. La CPNEF, Commission paritaire nationale emploi-formation, qui pilote la politique emploi-formation dans notre branche. Et la CPSP, qui pilote le régime de complémentaire santé et de prévoyance. Toujours dans des éléments de contexte, un petit détour par des petites parties informatives sur le financement de la formation professionnelle. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Vous voyez, il y a plein d'éléments sur cette diapo et si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le support via l'outil. Alors, Anna-Laura pourra vous redire exactement où se situe le support pour le télécharger. Donc, vous pourrez le consulter si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on vous présente cette diapo pour vous dire que votre employeur, il contribue, il verse une contribution pour financer la formation professionnelle. Et donc, cette formation professionnelle, elle est financée par 2 grands types de fonds. Des fonds légaux qui sont définis par la loi. Et donc, ces fonds-là,
c'est des fonds qui vont financer tout un tas de dispositifs, et notamment tout un tas de dispositifs à l'initiative des salariés, donc à votre initiative. On va retrouver par exemple parmi ces dispositifs que vous pouvez mobiliser et qu'on va évoquer tout au long de ce webinaire, le CPF, compte personnel de formation, le PTP, projet de transition professionnelle, le CEP, conseil en évolution professionnelle, et puis ensuite on va retrouver d'autres dispositifs, notamment l'apprentissage qui est le principal poste de dépense en matière de formation professionnelle en France, et puis des dépenses qui vont venir soutenir les employeurs dans les projets de formation qu'ils mettent en place pour leurs équipes salariées. Et puis, il y a une partie des fonds qui, eux, relèvent du conventionnel et donc qui sont pilotés directement par la branche, par la CPNEF, hein, donc l'instance que nous représentons aujourd'hui, Anna-Laura et moi. Et donc, la CPNEF met en place tout un tas de dispositifs que votre employeur peut mobiliser pour financer la formation professionnelle dans votre structure. Et donc, on reviendra sur tout ça au cours de ce webinaire. Entrons directement dans le vif du sujet avec une question, quel dispositif pour quel besoin? Et on va tout de suite voir la façon dont va s'articuler ce webinaire, puisque on a listé une série de besoins et on va évoquer les différents dispositifs et actions qui peuvent répondre à ces besoins. Premier besoin, vous souhaitez faire le point sur votre parcours professionnel. Là, on a listé 3 types d'actions ou dispositifs que vous pouvez activer. Déjà, un accompagnement par un CEP, le conseil en évolution professionnelle. Deuxième chose que vous pouvez faire, échanger avec votre employeur, ça c'est important, et cet échange il peut se faire dans le cadre formalisé et réglementé de l'entretien professionnel dont on va parler. Et puis, vous pouvez consulter les outils mis en place par la branche et notamment la cartographie dynamique des emplois et des compétences qu'on va vous présenter tout à l'heure. Vous souhaitez faire le point sur vos compétences pour définir votre projet professionnel. Là, on va parler du bilan de compétences. Vous souhaitez valoriser votre expérience professionnelle pour obtenir une nouvelle certification. Là, on va parler VAE, validation des acquis de l'expérience. Et puis ensuite, on va parler financement. Vous souhaitez financer soit une formation que vous souhaitez réaliser, soit un bilan de compétences, soit une action de VAE. Et donc là, on va parler de 3 dispositifs principaux, 2 qui sont à votre initiative directement, le compte personnel de formation, le CPF, hein, que le salarié peut mobiliser à tout moment, le projet de transition professionnelle, le PTP, qui est également à l'initiative du salarié, et le plan de développement des compétences qui, lui, est à l'initiative de l'employeur, d'où l'importance de parler de vos besoins et de vos aspirations dans le cadre de l'entretien professionnel. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce premier besoin. Je souhaite faire le point sur mon parcours professionnel. Et là, on va parler du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif d'accompagnement qui est gratuit et personnalisé. Alors, quand on dit gratuit, on veut dire par là que vous n'aurez rien à débourser. Hein. Vous faites appel à un opérateur de CEP, vous n'aurez rien à dépenser. Évidemment, rien n'est gratuit. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des fonds derrière, hein, il y a des contributions apportées par les entreprises qui sont réunies, les fonds légaux, et donc qui permettent de financer ce dispositif. Mais vous, en tout cas, en tant que salarié, si vous mobilisez ce dispositif-là, vous n'aurez rien à débourser. Donc, c'est important à mentionner. Et puis, le dispositif, il est personnalisé, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à ce que vous voulez finalement en faire et à vos besoins en matière d'accompagnement. L'idée de ce CEP, c'est donc de faire un point sur votre situation personnelle et d'élaborer un projet qui va être en concordance avec votre situation. Et donc, ça pourrait être un projet dans le cadre d'insertion professionnelle, mais également dans le cadre d'une mobilité interne ou externe, c'est-à-dire si vous souhaitez évoluer dans votre structure ou si vous souhaitez changer de secteur, changer d'employeur, vous pouvez travailler sur le projet dans le cadre d'un CEP. Également, si vous avez un projet de reconversion ou un projet de reprise ou de création d'activité, tout cela peut être abordé et travaillé dans le cadre d'un CEP. Le CEP il est disponible dans chaque région et il est dispensé par plusieurs opérateurs
qui sont tous habilités par l'État et qui vont dépendre de votre situation. Donc, on a par exemple Avenir Actif, qui est l'opérateur de CEP pour tous les salariés du secteur privé. On a France Travail pour les demandeurs d'emploi, l'APEC pour les cadres, le réseau d'émission locale pour les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Pour savoir l'opérateur qui correspond à votre situation, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.mon-cep.org et là, vous répondez à quelques questions et vous serez tout de suite mis en contact avec l'opérateur de CEP qui répond à votre situation. Le parcours de CEP, comme je l'ai dit, il est personnalisé selon la situation et le projet du bénéficiaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce CEP, il est vraiment pensé aujourd'hui dans l'écosystème emploi-formation comme la porte d'entrée vers autre chose, comme une première étape pour d'abord faire un point. Et c'est vraiment important de pouvoir mobiliser ce dispositif qui, encore une fois, est gratuit, ne vous coûtera rien. C'est important de le mobiliser si vous avez un projet professionnel, parce que si vous avez un projet professionnel, ça permettra d'en échanger avec un opérateur de CEP qui pourra, avec vous, faire le point, identifier éventuellement des formations que vous auriez besoin de réaliser avec en lien avec votre projet, identifier comment financer ce projet-là, identifier comment toutes les étapes vont pouvoir se mettre en place pour mener à bien votre projet, et encore une fois, un projet qui peut être mené au sein de votre structure ou en dehors. Et si vous n'avez pas de projet, ça peut être tout aussi intéressant de faire appel au CEP, parce que parfois, voilà, on n'a pas forcément d'aspiration en termes de parcours, parce qu'on n'a pas des idées qui nous viennent. Et donc, le CEP, ça peut être l'occasion de se poser et de voir quels peuvent être les parcours possibles et quelle peut être la suite de notre projet professionnel d'y travailler avec l'opérateur de CEP. Le parcours, il se fait en 3 temps. D'abord, donc l'aiguillage sur le site moncep.org pour identifier le bon interlocuteur, le bon opérateur de CEP. Ensuite, un premier rendez-vous pour faire un point sur votre situation. Et puis, soit finalement les choses s'arrêtent là puisqu'il n'y a pas besoin forcément d'aller plus loin, soit l'accompagnement se poursuit. Et donc là, on va avoir un accompagnement qui va être plus ou moins long. Il n'y a pas de limite de temps et ça va consister en des temps d'entretien avec votre conseiller qui pourra vous inviter à participer à des ateliers, à des webinaires d'information. Et au terme de ce parcours, il vous remettra un document qui va détailler tous les services qui vous ont été rendus, le projet professionnel qui a été défini et le plan d'action à suivre avec notamment des temporalités définies, un plan de financement. Donc, on peut avoir un accompagnement qui est assez poussé via le CEP, avec en plus la possibilité derrière de ressolliciter votre conseiller jusqu'à 12 mois après le dernier rendez-vous, s'il y a des questions complémentaires qui se posent. Une fois que vous en avez fini avec cet accompagnement, vous pouvez encore échanger avec votre conseiller. Le CEP, c'est vraiment un temps intéressant, notamment pour préparer l'entretien professionnel, qui est le deuxième dispositif, la deuxième action dont on va parler maintenant, puisque cet entretien professionnel, c'est quelque chose d'obligatoire, un temps à mener obligatoirement tous les 2 ans avec votre employeur, et ça va être le moment pour vous d'échanger avec votre employeur sur vos aspirations, vos objectifs professionnels, qu'ils soient à court, moyen ou long terme. Ça va être l'occasion d'échanger avec votre employeur sur la façon dont vos perspectives personnelles vont pouvoir être menées en conformité avec les besoins au sein de votre structure, notamment par exemple à des structures où on peut anticiper qu'il va y avoir des départs sur certains postes et donc on peut avoir des besoins qu'on peut anticiper et qui peuvent être en adéquation avec vos projets. Vous êtes auxiliaire de puériculture, vous voulez devenir JE, il se trouve qu'on sait que le JE va partir en retraite dans les années qui viennent. Voilà, on peut commencer à construire un projet ensemble avec l'employeur.
Et puis, l'entretien professionnel, ça va être le moment où vous pourrez identifier les compétences clés qui vous permettront de mener à bien votre projet. Et puis, ça va être le moment d'identifier également les compétences qu'il vous faut renforcer, les compétences qu'il vous faut acquérir, éventuellement les certifications que vous allez devoir obtenir pour mener à bien votre projet professionnel. Donc voilà, l'entretien professionnel, c'est un moment vraiment important d'échange avec votre employeur, et le fait de pouvoir passer par un CEP en amont, ça va vous permettre d'avoir finalement des éléments déjà posés, de réfléchir avec quelqu'un d'extérieur sur les possibilités en termes de parcours, les possibilités en termes de formation à réaliser, et au final, que vous ayez un projet déjà bien mature dans votre tête ou pas, le fait de passer par un CEP, ça va vous permettre d'arriver à l'entretien professionnel et d'avoir un échange plus constructif avec votre employeur. Donc, il y a vraiment une cohérence de pouvoir solliciter un CEP avant de pouvoir échanger avec votre employeur. Une nouveauté en 2026 à signaler, l'entretien professionnel va devenir l'entretien de parcours professionnel. Alors en termes de thématique, on va rester sur quelque chose de très proche par rapport à l'entretien professionnel tel qu'on le connaît, tel qu'il est pratiqué depuis qu'il a été intégré dans la loi. Donc voilà, ce qu'on a présenté restera vrai. On a des temporalités qui potentiellement vont évoluer. Aujourd'hui, l'entretien professionnel doit être mené tous les 2 ans. Ça va peut-être évoluer, en tout cas dans la loi, ça évolue, mais on va voir comment tout cela est intégré dans la branche, puisque maintenant, j'ai présenté les commissions de la branche juste avant, maintenant il va y avoir une négociation en CPPNI entre le syndicat employeur et les syndicats de salariés pour déterminer quelle forme prendra ce nouvel entretien de parcours professionnel dans notre branche. Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions à venir. Ce nouvel entretien de parcours professionnel, il entrera en vigueur en octobre 2026. Donc d'ici là, on vous tiendra informé des nouvelles modalités d'entretien dans la branche professionnelle. Et ce que vous avez déjà à disposition, c'est un kit d'information sur l'entretien professionnel qui a été publié il y a quelques années, qui a été remis à jour l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ce kit d'information, il comprend un guide qui va vous permettre notamment de clarifier ce qui distingue l'entretien professionnel de l'entretien annuel d'évaluation. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Entretien professionnel, c'est pas du tout la même chose que entretien annuel d'évaluation. Donc, c'est qui lui est mené chaque année et qui est également une obligation conventionnelle, mais on n'est pas du tout sur le même objet. Vous y retrouverez également une trame type, donc une trame d'entretien professionnel que vous pourrez télécharger. Ça vous facilitera la préparation de ce temps-là. Ça vous permettra de vous poser, de réfléchir avant d'avoir ce temps d'échange avec votre employeur. Et puis, ça vous permettra également de suivre l'entretien professionnel pendant qu'il est conduit par votre employeur. Et puis, vous retrouverez dans ce kit des fiches pratiques sur différents dispositifs pour avoir une information exhaustive. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Ce kit est disponible sur le site de la branche www.alisfa.fr. Enfin, si vous souhaitez faire le point sur votre parcours professionnel, un dernier outil qu'on a mis à disposition l'année dernière, la cartographie dynamique des métiers et des compétences. Donc ça, c'est un outil qui a été travaillé par la branche, et quand je dis par la branche, c'est vraiment par les organisations syndicales de salariés et l'organisation représentant les employeurs. Et c'est un outil qui a été mis en ligne, donc courant 2025. L'objectif, c'est de donner de la visibilité sur les parcours professionnels possibles au sein de la branche. Et donc, il se présente comme sur la diapositive. Vous retrouvez les 5 familles de métiers issues de la convention collective, les 25 métiers qui ont été listés par les partenaires sociaux. Et puis ensuite, si vous cliquez sur un métier, là, vous allez avoir davantage d'informations. Vous avez d'abord la cartographie à gauche. Vous voyez le métier de départ. Là, on a cliqué sur le métier animateur petite enfance. Et puis derrière, on voit les métiers sur lesquels il est possible d'aller, il est possible d'évoluer.
avec 3 arcs de cercle qui ont été définis. Plus le métier cible, le métier vers lequel on veut aller est proche, plus l'évolution est facile, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences qui sont communes entre le métier d'origine et le métier vers lequel on souhaite aller. Donc là, par exemple, pour le métier d'animateur petite enfance, on voit assistante maternelle, animateur d'activité, agent d'entretien de service. On voit qu'ils sont dans le premier arc de cercle. C'est les métiers sur lesquels l'évolution est la plus simple, entre guillemets. Quand on dit simple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences qui sont partagées, donc on aura peu de compétences à développer pour évoluer vers ces métiers-là. Et puis ensuite, lorsqu'on clique sur un métier dans un des arcs de cercle, on arrive sur une page qui va nous présenter le détail des compétences. Et donc là, c'est ce qu'on a fait dans le petit encadré à droite. On a cliqué sur le métier animateur d'activité et là, on a la liste des compétences qui sont communes au métier d'animateur petite enfance et d'animateur d'activité, les compétences qui sont à développer. Donc ça, c'est utile pour savoir un petit peu voilà, comment je me situe en tant que salarié et qu'est-ce que je dois encore développer si je veux aller vers ce métier-là. Et encore, là, on est sur sur des compétences qui sont attendues vis-à-vis d'un métier, mais évidemment, chaque fiche de poste est différente et peut-être même que vous, en consultant l'outil, vous allez vous dire, bah, ça, cette compétence à développer, moi, je l'ai déjà développée, donc finalement, je pourrais évoluer plus facilement vers ce métier-là. Et puis ensuite, on a les compétences en surplus. Ça, c'est des compétences que vous utilisez actuellement sur votre métier et que vous n'utiliserez plus si vous évoluez vers un nouveau métier. Voilà, donc cet outil, il est vraiment pensé comme l'outil qui vous permet d'abord de faire le point sur vos compétences, hein, ça permet de prendre du recul par rapport à vos compétences. C'est pas toujours facile quand on a le nez dans le guidon de prendre de la hauteur et de se dire, bon, moi, mes compétences, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ça vous permet déjà d'y réfléchir, hein, c'est vraiment l'intérêt, et puis de vous projeter sur des parcours professionnels, de vous ouvrir sur le champ des possibles au sein de l'autre branche. Et si en consultant cet outil, il y a des métiers qui vous intéressent, vous pourrez consulter les fiches métiers qui vont prochainement être mises en ligne. Et là, on est en train de les finaliser, on est sur les dernières étapes. Et donc, ces fiches métiers, elles donneront une description plus détaillée des métiers, de ce en quoi ils consistent. Et c'est également des fiches qui donnent la parole aux salariés de la branche. Hein, c'est vraiment une volonté de donner la parole aux salariés qui présentent eux-mêmes leur métier. Alors, un premier temps de questions-réponses. Je ne sais pas si on a des questions, Anna-Laura. Oui, nous avons une question, Sébastien. Oui. Alors, si je souhaite bénéficier d'un parcours CEP, dois-je en parler à mon employeur? Alors, pas forcément. Là, on est vraiment sur un dispositif qui est à la main du salarié. Vous pouvez tout à fait en parler à votre employeur si vous le souhaitez, mais vous pouvez tout à fait faire ça de votre côté. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation et vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Merci Sébastien, c'était la seule question. Peut-être une petite indication, comme vous le disiez Sébastien tout à l'heure, vous pouvez télécharger le support de ce webinaire. Vous avez des petits onglets en haut de votre écran et vous trouvez un petit document avec un petit trombone à côté. Vous cliquez et vous pouvez télécharger la présentation. Voilà, c'était tout pour cette première session. Merci beaucoup Anna-Laura. Alors, la suite. Donc, on a parlé de votre parcours professionnel. Vous souhaitez un petit peu prendre du recul, faire le point sur qu'est-ce que vous pourriez envisager comme parcours. Maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire si vous souhaitez faire un point vraiment détaillé sur vos compétences pour définir votre projet professionnel. Et là, on va parler du bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est l'outil qui vous permet d'analyser vos compétences professionnelles
et personnel, et de définir un projet professionnel qui va être en concordance avec l'ensemble de vos compétences. Donc, on a parlé de premiers outils juste avant, hein, on a la cartographie par exemple, voilà, qui vous permettent déjà d'avoir une première vision, d'y travailler par vous-même. Là, vous allez vraiment être amené à travailler avec un conseiller qui est habilité par l'État et vous allez pouvoir y travailler et avoir quelque chose d'assez exhaustif en termes de rendu et en termes de vision sur vos compétences. Vous travaillez sur votre projet professionnel, éventuellement sur un projet de formation, parce que souvent quand on travaille sur son projet professionnel, ce dont on se rend compte, c'est que soit il va nous manquer certaines compétences pour pouvoir mener à bien ce projet professionnel, soit il va nous manquer des certifications. Hein. Il y a des métiers sur lesquels on ne peut pas y couper. Pour être JE, il me faut le diplôme d'état de JE, c'est comme ça. Donc, on peut avoir un projet de formation qui est couplé au projet professionnel. Et ce bilan de compétences, il peut être réalisé à votre initiative ou vous êtes proposé par l'employeur. Donc là, encore une fois, hein, si on reprend la première question qui a été posée, vous pouvez très bien faire un bilan de compétences de votre côté et ne pas en parler à votre employeur, ou vous pouvez très bien en parler à votre employeur. Et dernier cas de figure, l'employeur peut même vous proposer de faire un bilan de compétences. Alors, vous n'avez pas l'obligation de le faire, mais en tout cas, l'initiative peut être de l'une ou l'autre partie ou peut être partagée. Le bilan de compétences, il a une durée maximum de 24 heures et donc ça va consister en une phase d'alternance de travail personnel de votre côté et de rendez-vous avec un conseiller qui va vous orienter et vous guider. C'est important d'avoir en tête que quand on parle de travail personnel hein, de la part du bénéficiaire, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Donc, il y a quand même un investissement nécessaire à fournir dans le cadre du bilan de compétences pour pouvoir le faire de façon satisfaisante. 3 phases dans le cadre de ce bilan de compétences, 3 phases qui au final vont donner lieu à un document qui va récapituler tous les résultats et un document de synthèse. Et donc, comme je l'ai dit, hein, le bilan de compétences, il peut être fait à votre initiative ou en co-construction avec votre employeur. Et donc, le financement, il va dépendre de l'option choisie. Si vous souhaitez réaliser un bilan de compétences, parce que le bilan de compétences, je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas gratuit, ça a un coût. Si vous souhaitez le réaliser, si vous souhaitez le financer, si vous ne souhaitez pas le payer par vous-même, vous pouvez mobiliser votre CPF. Et si vous êtes plus dans une démarche, voilà, d'en échanger avec votre employeur, bon, je ressens le besoin de faire un point sur mes compétences, je suis un peu perdu dans mon parcours pro, voilà, j'ai besoin d'avoir ce temps-là pour pouvoir envisager ce que je peux faire par la suite. L'employeur peut financer ce dispositif via son plan de développement des compétences, et ça, on en parlera tout à l'heure de ce type de financement. Autre besoin, le fait de valoriser votre expérience professionnelle en acquérant une nouvelle certification. Et là, on va parler de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. La VAE, c'est une autre façon d'obtenir un diplôme. Plutôt que de suivre une formation et ensuite de pouvoir obtenir le diplôme en répondant aux attendus en la matière, vous pouvez très bien ne pas passer par l'étape formation et plutôt venir valoriser l'expérience que vous avez acquise au fil des ans. À travers ce dispositif, vous allez pouvoir valider l'expérience que vous avez acquise dans le cadre de votre activité salariée, mais également dans le cadre de votre activité non salariée ou bénévole. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir obtenir une certification qui est inscrite au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, ou d'obtenir uniquement un ou plusieurs blocs de compétences. Hein. Chaque diplôme, chaque certification est divisée en blocs de compétences et donc vous pouvez très bien faire une VAE pour uniquement valider un bloc de compétences, sachant que vous avez déjà pu potentiellement obtenir un autre bloc de compétences via une précédente VAE ou via de la formation. Donc, vous pouvez construire un parcours et si vous obtenez tous les blocs de compétences d'un diplôme, vous aurez, c'est comme si vous aviez obtenu ce diplôme en intégralité.
Sur cette VAE, il y a deux façons de la solliciter, il y a deux façons de l'initier. D'abord, il y a la plateforme France VAE, qui est une plateforme qui progressivement va devenir la seule et unique voie d'accès à la VAE. France VAE, c'est une plateforme qui intègre progressivement les certifications, les différentes certifications. Au 12 janvier 2026, on avait 1293 certifications qui étaient disponibles sur la plateforme. J'ai regardé ce matin, il y en avait encore davantage. Donc, chaque semaine, il y a des nouvelles certifications disponibles sur la plateforme France VAE. Et donc, sur cette plateforme, vous allez vous inscrire. Vous allez définir un petit peu votre projet, trouver un architecte accompagnateur de parcours. Et donc, c'est à travers cette plateforme-là que vous allez initier et gérer toutes vos démarches, puisque cette plateforme vous permet d'être totalement à l'initiative de votre démarche de VE. Et puis, pour toutes les autres certifications, il faut suivre la procédure habituelle, alors la procédure qui existait auparavant, se rapprocher du certificateur. Et pour avoir toutes les informations et être guidé correctement vers le bon interlocuteur, vous avez différentes ressources qu'on vous a listées en dessous. D'abord, le lien vers la plateforme France VAE, le lien vers un portail dédié sur la VAE mis en place par Centre Info, le lien vers les points relais conseil VAE. Si vous cliquez sur le lien dans la diapo que vous allez pouvoir télécharger, vous accéderez directement à la liste de tous ces points relais conseils et notamment de ceux qui sont le plus proches de chez vous. Et c'est ces points relais conseils qui vont ensuite pouvoir vous conseiller sur la démarche pour engager votre VAE. Et puis, on vous a mis le lien vers la lettre d'info que la branche a consacrée à la VAE. Peut-être un mot sur la plateforme France VAE, une info. Les diplômes de la petite enfance, eux, ils sont tous sur la plateforme France VAE. Donc, ça concerne le CAP accompagnement éducatif petite enfance, le diplôme d'état d'auxiliaire de puriculture, le diplôme d'état de JE et le nouveau titre professionnel d'intervenant éducatif petite enfance. Cette VAE, elle se structure en 3 grandes étapes. D'abord, un dossier de recevabilité ou de faisabilité qui va consister à vérifier que vos expériences passées sont bien en adéquation avec la certification que vous souhaitez obtenir. Vérifier qu'on n'est pas sur quelque chose qui, c'est sûr, ne pourrait jamais aller au bout. Ensuite, une fois que vous avez obtenu l'avis de recevabilité ou de faisabilité, vous allez pouvoir passer au dossier de validation. Et là, vous allez devoir, dans un dossier, décrire l'ensemble des compétences et des connaissances que vous avez mobilisées au cours de votre expérience et également celles que vous avez acquises au cours de formation. Et donc, ces compétences et ces connaissances vont devoir être en lien, évidemment, avec le référentiel de la certification que vous souhaitez obtenir. Et l'idée, ça va être de justifier en quoi vous, votre expérience et toutes les formations que vous avez suivies, elles permettent de justifier le fait que vous maîtrisez l'ensemble des compétences attachées à une certification. Et ce dossier de validation, derrière, vous allez le présenter à un jury. C'est la dernière étape. Et donc, c'est à la suite de ce jury que vous saurez si vous avez validé totalement votre VAE. Dans ce cas, bonne nouvelle, vous êtes maintenant détenteur d'un nouveau diplôme que vous allez pouvoir valoriser sur le marché du travail. Vous allez potentiellement pouvoir évoluer dans votre parcours professionnel. Ou vous aurez une validation partielle. Donc, la validation partielle, c'est le cas de figure où vous ne validez qu'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, évidemment, on vous dit ceux que vous avez validés, ceux que vous n'avez pas validés, et ceux que vous n'avez pas validés, vous aurez la possibilité éventuellement de refaire une autre VAE par la suite pour les valider ultérieurement pour en arriver à une validation totale et donc devenir détenteur de cette certification, ou vous allez pouvoir, pourquoi pas, les obtenir par de la formation. Donc, voilà, il y a différentes possibilités si jamais vous ne validez pas totalement votre parcours VAE. Et cette VAE, elle se fait avec un accompagnement par un accompagnateur VAE ou un architecte accompagnateur de parcours. Et donc, cet architecte accompagnateur de parcours, c'est lui qui sera à vos côtés pour vous aider méthodologiquement
à rédiger votre dossier de recevabilité. Déjà, vous aurez un échange avec lui préalable sur votre projet et déjà, il pourra vous donner un premier avis sur la faisabilité ou pas du projet. Et puis ensuite, il va vous aider à rédiger votre dossier de validation, à identifier les compétences, à bien les rédiger pour correspondre aux attendus du jury devant lequel vous allez passer. Et puis ensuite, il va vous aider à vous préparer à cette soutenance devant le jury. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est pas obligatoire, mais qui est important pour pouvoir envisager une validation des acquis de l'expérience. Et en termes de financement, toujours deux possibilités. Soit vous souhaitez vous lancer dans une démarche VAE et ne pas forcément en parler à votre employeur. Vous pouvez faire les choses de votre côté. Vous pouvez mobiliser le CPF dans ce cadre-là. Alors attention, même en parlant à votre employeur, vous pouvez mobiliser votre CPF parce que votre employeur peut venir cofinancer votre CPF. Ou soit la VAE, elle répond également à un besoin de la structure à laquelle vous appartenez. Et donc, avec votre employeur, vous mettez d'accord sur le fait de mettre en place une VAE. Et donc là, l'employeur va pouvoir mobiliser des fonds pour venir assurer la prise en charge de l'accompagnement par un architecte accompagnateur de parcours. Et puis, l'employeur il pourra également mobiliser des fonds pour financer des actions de formation complémentaires. Parce que souvent, ce qui arrive avec la VAE, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin d'actions de formation pour venir compléter ses compétences et donc pour au final pouvoir valider sa VAE. Donc, le fait de passer par le financement de l'employeur permet potentiellement d'avoir un financement qui couvre tous ses besoins. Un nouveau petit temps de questions-réponses. Si on a des questions, Anna-Laura, tu me dis. Oui, nous avons deux questions. La première concerne la VAE et notamment les architectes accompagnateurs de parcours. Nous avons une question, donc on nous demande si la CPNEF a des architectes recommandés, une liste d'architectes recommandés. Non, on n'a pas de liste recommandée. À vrai dire, on n'a même pas de liste publique. France VE ne communique pas les listes publiquement. Et non, on n'a pas de liste recommandée. Donc désolé, on peut pas vous accompagner là-dessus. Merci Sébastien. Une seconde question, existe-t-il un dispositif pour devenir jury VAE? Alors, tout à fait. Alors, un dispositif pour devenir jury, je ne sais pas ce que couvre précisément la question, mais effectivement, on n'en parle pas là du jury VAE. On en a parlé hier pendant le webinaire consacré aux employeurs. Il est possible de faire partie des jurys VAE et c'est même quelque chose qui est plutôt encouragé par la branche. On trouve, nous, que c'est très intéressant que les salariés de la branche ALISFA participent à ces jurys VAE, parce que déjà, pour que ces jurys tiennent, eh ben, il faut qu'il y ait du monde dans ces jurys-là, donc il y a vraiment une importance à y aller. Et puis, pour les salariés avec qui on a l'occasion d'en parler, on voit tout l'intérêt que ça peut avoir en termes de prise de recul sur son poste, d'identification de ses compétences. Enfin, on a quelque chose qui est assez instructif en tant que salarié et qui est vraiment valorisant pour mieux saisir les compétences finalement qu'on mobilise dans le cadre de sa fonction. Et il y a les retours qu'on a de la part des salariés qui participent au jury VAE sont très positifs. La branche, elle soutient à la participation à ces jurys VAE parce que on a mis en place un dispositif, donc là c'est pour les employeurs, qui permet, si vous participez à un jury VAE sur votre temps de travail, qui permet que l'on rembourse votre rémunération à votre employeur, hein, parce que si vous participez au jury de VAE sur votre temps de travail, votre rémunération, elle est maintenue. Il faut demander l'autorisation d'absence à votre employeur. Votre rémunération, elle est maintenue. Et donc, la branche, pour inciter les employeurs à laisser les salariés participer à ces temps de jury, la branche, elle a souhaité mettre en place un dispositif de prise en charge de la rémunération.
qu'on peut préciser aussi, c'est que selon le certificateur qu'organise le jury, il peut y avoir vos frais annexes qui sont pris en charge. Donc, si vous avez besoin de prise en charge pour les frais de déplacement, notamment, hein, pour vous rendre sur le lieu du jury, ça, c'est souvent des choses qui sont prévues par les certificateurs. Et puis, il y a également la loi qui définit la rémunération spécifique qui est attribuée aux personnes qui participent au jury VE, parce qu'il y a une rétribution qui est prévue pour les participants au jury VE. Si vous participez à un jury de VE, vous allez devoir consacrer du temps à la lecture des dossiers avant que se tienne le jury, et ce temps-là, il est rétribué. Donc voilà, donc, si vous le faites sur votre temps de travail, vous avez votre salaire qui est maintenu et vous avez en plus cette rémunération qui est prévue par la loi. Donc ça fait plein de bonnes raisons de participer à des jurys VE, et nous on trouve ça en tout cas très intéressant. Effectivement. Merci Sébastien, c'était tout pour cette session questions-réponses. Merci Anna-Laura. Et bon, on va pouvoir rentrer dans la dernière partie de ce webinaire. Là, cette fois-ci, on va parler financement, on va parler argent. Alors, on en a parlé un petit peu dans chaque partie, mais là, on va rentrer dans le détail. Si vous souhaitez financer votre départ en formation, votre bilan de compétences ou votre VAE, quels sont les dispositifs mobilisables? Et là, on va représenter le CPF, compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle et les financements à la main de l'employeur. On va tout de suite commencer avec le CPF, qui est le dispositif le plus connu. Ça fait maintenant quelques années qu'on connaît bien le CPF, qui est un dispositif qui permet d'acquérir tout au long de votre vie professionnelle un crédit en euros pour financer des actions de formation. Vous avez accès à votre CPF directement sur le site moncompteformation.gouv.fr et c'est important d'avoir en tête que le CPF, c'est vraiment le dispositif central à l'initiative des salariés et à l'initiative unique des salariés. C'est-à-dire que le CPF, c'est à vous de l'ouvrir. Si vous ne l'avez pas fait, votre employeur ne l'ouvrira pas pour vous. C'est à vous d'ouvrir votre CPF et de gérer ensuite votre CPF, vos demandes de formation, etc. C'est vraiment l'outil qui vous permet de financer les formations que vous souhaitez réaliser. Ce CPF, comment il est alimenté? Il est alimenté pour les salariés à mi-temps ou plus de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €. Et puis, on va avoir une alimentation plus importante qui sera à hauteur de 800 € par an dans des cas de figure, et donc notamment pour les salariés qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou pour les salariés qui ont un niveau de qualification inférieur au niveau 3, c'est-à-dire le niveau CAP, BEP. Et là, cette fois-ci, le plafond maximum d'alimentation du CPF sera de 8 000 €. Voilà, dans le premier cas, maximum 5 000, dans le deuxième cas, 8 000 €. Et pour les salariés dont le temps de travail il est inférieur à un mi-temps, l'alimentation annuelle, elle est calculée en fonction du temps que vous avez effectivement travaillé. Donc voilà, on aura une proratisation en fonction du temps de travail. Les droits qui sont inscrits sur le CPF, ils sont individuels. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est une question parfois qui peut être posée. Est-ce que mes droits, je peux les céder à quelqu'un de ma famille qui veut financer une formation ou un collègue? C'est impossible. Ce sont des droits individuels et donc qui restent acquis pour vous. Par contre, ces droits, ils sont individuels, ils restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. Hein, si vous perdez votre emploi, votre CPF restera au même niveau et donc vous pourrez continuer à en bénéficier pour financer des actions de formation. Les actions qui sont éligibles et qui sont finançables via le CPF sont toutes les actions de formation certifiantes, donc toutes celles qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Et puis, ce sont également les accompagnements VIE, on en a parlé juste avant, les bilans de compétences, on en a également parlé, le certificat CLEA et la formation au code de la route ou au permis de conduire. Une précision, le CPF il ne finance que le coût pédagogique de l'action, donc il n'y aura pas de prise en charge des frais annexes. Et vous pouvez
réaliser votre action de formation financée via le CPF sur votre temps de travail, mais alors là, vous allez devoir demander l'accord préalable de votre employeur qui pourra refuser. Et donc, il y a des délais qu'on a mentionnés ici. Si vous souhaitez faire une demande d'autorisation d'absence pour suivre la formation financée via votre CPF sur votre temps de travail. Donc, les délais sont de 60 jours avant le début de la formation si la formation a une durée inférieure à 6 mois et de 120 jours avant le début de la formation si la formation a une durée supérieure à 6 mois. Et enfin, un dernier mot sur le CPF, mais qui est d'importance. Depuis 2024, il est demandé une participation financière aux salariés qui mobilisent le CPF, ce qu'on appelle le ticket modérateur. Et donc, même si vous disposez d'assez de crédit sur votre CPF pour financer une action de formation, hein, vous avez 4 000 € sur votre CPF, l'action de formation coûte 3 000, vous payez l'intégralité de votre formation via votre CPF, malgré tout, il vous sera demandé de payer une somme forfaitaire qui est fixe sur l'année. Alors, initialement, quand ça a été mis en place, cette somme, elle était de 100 €. Et puis ensuite, ils l'ont ajustée avec l'inflation. Et en 2026, on arrive à un montant de 103,20 €. Si vous mobilisez votre CPF, c'est une somme qu'il faudra débourser, 103,20 €, sauf si, parce qu'il y a des cas de dérogation, alors, sauf si vous êtes demandeur d'emploi ou sauf si votre employeur vient cofinancer votre CPF. Votre employeur a la possibilité de cofinancer le CPF. C'est même quelque chose qui est encouragé actuellement par l'État, qui simplifie les démarches, hein, qui cherche vraiment à inciter, à encourager les employeurs à venir cofinancer les CPF des salariés. Et un des avantages à cela, c'est que si l'employeur il vient vous accompagner et abonder votre CPF, vous n'aurez pas à payer ces 103,20 €. Et puis ensuite, les 103,20 € ne sont également pas dus pour les salariés qui mobilisent les points inscrits sur leur compte professionnel de prévention ou pour les salariés victimes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10%. Deuxième dispositif qui là est également très puissant pour financer une action de formation certifiante, c'est le projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle, c'est le dispositif qui permet de financer une formation certifiante pour un projet professionnel qui peut être un projet que vous envisagez dans votre structure ou ailleurs, dans une autre structure, dans un autre secteur d'activité. Donc ça, après, c'est selon votre projet. Mais en tout cas, l'idée du projet de transition professionnelle, c'est de financer l'accès à une formation certifiante. Ce dispositif, il est piloté par des associations Transition Pro, qui sont des instances régionales. Et donc, il y a une association par région. Si vous voulez trouver le site de votre association Transition Pro, vous tapez dans votre moteur de recherche association Transition Pro et le nom de votre région et vous trouverez très facilement le lien qui mène vers le site de l'association de votre territoire. Qui peut bénéficier du dispositif? Tous les salariés de droit privé en CDI ou en CDD en poste, ou les intérimaires et les intermittents du spectacle. Et donc, l'idée, ça va être de suivre une formation certifiante pour changer de métier. Mais quand on dit changer de métier, c'est pas nécessairement changer d'orientation, changer de voie professionnelle. Ça peut être un ou une salariée auxiliaire de puériculture qui veut devenir éducateur ou éducatrice de jeunes enfants. Voilà. Ça, c'est considéré comme un changement de métier qui fait que vous pouvez émarger sur ce financement, le projet de transition professionnelle. Ce financement, il finance à la fois les frais pédagogiques de la formation, il finance une partie des frais annexes et il va également assurer le maintien de votre rémunération pendant le processus de formation. Souvent même, le maintien de la rémunération est assuré à 100%. Donc, on est quand même sur un dispositif qui peut être très intéressant. C'est pour ça que je parlais de choses d'assez puissant, parce que le financement qu'il y a derrière peut être vraiment, vraiment important. Il est à noter que la formation que vous choisissez, elle devra être éligible au CPF et donc être certifiante. Elle devra être dispensée par un organisme de formation certifié Calliope. Ça, c'est
impondérable. Et puis, elle devra, si vous mobilisez ce financement, vous devrez obligatoirement mobiliser votre CPF. Donc voilà, lorsque vous utilisez le projet de transition professionnelle, votre CPF est remis à 0 et les fonds sont utilisés pour financer l'action de formation. Mais attention, ne pensez pas que si votre CPF est à 0 €, ça réduit votre chance que votre dossier soit accordé sur le projet de transition professionnelle. Ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez très bien présenter un dossier, déposer un dossier pour financer un projet de transition professionnelle, même si votre CPF est à 0, ça ne change rien dans l'instruction du dossier qui en sera faite. Et justement, en termes d'instruction, très concrètement, comment ça se passe? Très concrètement, vous devrez déposer un dossier à l'association Transition Pro de votre région. Donc, encore une fois, vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Et puis, une fois que le dossier il est déposé, l'association Transition Pro elle va l'examiner et va décider si elle le juge recevable ou pas. Pour examiner ces dossiers-là, l'association de transition pro, elle va se baser sur des critères et des critères qui sont publics. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ces critères, ils vont correspondre à chaque fois à un nombre de points attribués au dossier. Donc votre dossier, il obtiendra un certain nombre de points qui vont déterminer si le dossier, il est éligible au financement ou pas. Ces critères, certains sont nationaux. Donc, dans toutes les régions, on retrouvera ces critères-là. Parmi ces critères, on les a listés, mais il y a le fait que le salarié qui souhaite émarger sur ce dispositif ait un diplôme de niveau 3, CAP, BEP ou inférieur. Donc, très concrètement, dans la branche, les diplômes de niveau 3, on va retrouver souvent le CAP, accompagnement éducatif petite enfance, le CPGEPS. Si vous avez ce diplôme-là, sachez que c'est un critère qui est reconnu dans le cadre du projet de transition professionnelle. C'est même un critère qui généralement accorde beaucoup de points. Il y a beaucoup de points qui peuvent être accordés via ce critère-là. Donc, ça peut être très facilitant pour que le dossier soit accepté. Et puis ensuite, comme critère, on retrouve les salariés en situation d'inaptitude, les salariés issus d'une entreprise de moins de 50 salariés, ce qui est le cas pour beaucoup de salariés dans notre branche, les salariés qui ciblent une formation qui ne dépasse pas 1200 heures, le salarié qui cible une formation certifiante uniquement sur un ou plusieurs blocs de compétences. Alors évidemment, dans aucune situation, le projet d'un salarié répond à tous ces critères-là. L'idée, c'est de pouvoir répondre à un maximum de critères pour avoir un maximum de points et ça augmente considérablement les chances que le dossier soit financé. Et il y a d'autres critères, ça c'était les critères nationaux, il y a d'autres critères qui sont définis région par région. Là, on peut noter qu'il y a pas mal de régions qui valorisent le fait d'avoir fait un CEP en amont du dépôt du dossier. Donc là, on revient sur le conseil en évolution professionnelle, l'importance, la porte d'entrée vers plein d'autres choses. Il y a des associations de transition pro qui accordent des points si vous avez fait ce CEP, ce qui montre que vous avez réfléchi à votre projet, que vous avez été accompagné dans le cadre de ce projet. Idem, beaucoup d'associations de transition pro valorisent le fait que l'employeur cofinance le parcours, ce qui montre que le projet répond à un besoin au sein de la structure. Et puis, l'association de transition pro, son intérêt, c'est que ce qu'elle a à payer soit le moins important possible. Donc, s'il y a un cofinancement par l'employeur, par conséquent, la partie à régler par l'association de transition pro est moindre et donc, c'est quelque chose qui rapporte des points. Sur cette question des points, etc., encore une fois, c'est public, donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'association Transition Pro de votre région, à consulter le barème et si ce dispositif vous intéresse, n'hésitez pas, par exemple, à en parler à un opérateur de CEP qui pourra vous accompagner dans l'élaboration de votre dossier. Juste un maître mot en la matière si vous souhaitez vous lancer sur ce dispositif-là, c'est l'anticipation. Ça prend beaucoup de temps pour que le dossier soit instruit, soit validé, etc. Donc, il est vraiment nécessaire d'anticiper au maximum les choses et on est généralement sur des délais vraiment qui se comptent en plusieurs mois entre le moment où on va commencer à se lancer dans le dispositif et le moment où on va avoir un accord de financement. Donc,
soyez dans l'anticipation là-dessus. Et enfin, dernier dispositif, là on vient de parler de 2 dispositifs, le CPF et le projet de transition professionnelle, qui sont vraiment à l'initiative, à votre initiative en tant que salarié. Donc vous pouvez mener les choses avec votre employeur ou pas, mais en tout cas c'est vous qui lancez les démarches. Il y a un autre dispositif qui peut être mobilisé par l'employeur, en tout cas une multitude d'autres dispositifs, puisque l'employeur, il peut intégrer des actions de formation à son plan de développement des compétences, hein, qu'on appelait autrefois plan de formation, et donc qui est la liste des formations qui doivent être réalisées par les salariés d'une structure. L'employeur va pouvoir prioriser selon les besoins du salarié, selon les besoins de la structure. Il va pouvoir cibler les financements qu'il va pouvoir mobiliser pour mener à bien tous ces projets-là. Et donc, encore une fois, on fait le lien avec l'entretien professionnel. Alors, ce n'est pas le seul endroit. L'entretien professionnel, c'est le moment tous les 2 ans où on formalise l'échange sur le parcours professionnel. Mais à tout moment, vous pouvez engager des échanges avec votre employeur pour parler de vos perspectives, voilà, de vos aspirations en matière d'évolution. Et l'employeur, lui, il a tout un tas d'enveloppes derrière qu'il va pouvoir mobiliser pour financer les projets de formation. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir échanger avec l'employeur sur toutes ces questions-là. En termes de financement que l'employeur va pouvoir mobiliser, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail là. On a présenté tous ces dispositifs en détail hier lors du webinaire employeur. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enveloppes qui permettent de financer des formations individuelles de courte durée. Je crois qu'il y a une coupure. Ce que je disais, c'est donc que l'employeur il va pouvoir financer des formations individuelles de courte durée, des formations individuelles certifiantes, des formations collectives avec d'autres salariés qui peuvent venir de votre structure ou qui peuvent venir d'autres structures, des bilans de compétences, des actions de VAE, des actions d'analyse des pratiques, et également, il pourra se faire rembourser la participation à des conférences, à des colloques ou à des séminaires. Et donc, selon les dispositifs que l'employeur va pouvoir mobiliser, il y a des prises en charge qui pourront porter sur les coûts pédagogiques, mais également sur les frais annexes et parfois même sur les frais de rémunération. Alors, on a eu une petite coupure. J'espère qu'on est encore bien en ligne. Laura, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, oui, je t'entends, Sébastien. Et Ok, super. nous avons des questions. Ok, génial. Des questions qui concernent tout particulièrement le CPF. Donc, premièrement, une question concernant le CPF et le départ en retraite. Est-ce qu'une fois parti en retraite, on peut utiliser son CPF? Alors, sur le départ en retraite, il y a des règles spécifiques. Le CPF prend fin, effectivement, on ne peut plus mobiliser son CPF quand on est en retraite, mais j'ai plus les règles exactes en tête. Reposer la question sur, je ne sais pas si on a les coordonnées de la personne, Anna-Laura, sinon n'hésitez pas à nous la reposer sur cp9@cp9.com pour qu'on aille rechercher l'info exacte et qu'on vous la transmette. Mais effectivement, ça fait partie des cas de figure pour lesquels on perd ses droits acquis au CPF, parce que le CPF a vocation à financer des actions de formation pour les personnes actives, et donc en emploi ou pouvant être en situation d'emploi. Autre question, comment trouver les formations pouvant être prises en charge par le CPF? Alors, c'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait le listing sur mon compte formation. Alors, sur mon compte formation en public en tout cas. Quand vous accédez à votre espace sur mon compte formation, hein, vous mettez s'identifier. Et donc là, vous allez pouvoir rechercher les formations disponibles, notamment les formations disponibles près de chez vous. Donc, depuis votre espace privé CPF, vous pouvez très facilement trouver les actions de formation finançables via le CPF. Ça nécessite juste de s'identifier, donc que vous ayez vos codes CPF. Et ensuite, de façon publique, comme les actions de formation finançables via le CPF, c'est les actions du répertoire national des certifications professionnelles. Vous pouvez consulter ce répertoire sur le site de France Compétences. Vous tapez, je sais pas moi, par exemple, diplôme d'État, éducateur de jeunes enfants, RNCP, vous aurez tous les éléments qui seront listés.
et vous pourrez retrouver toutes les formations qui figurent au RNCP. Encore une question. Si je souhaite utiliser mon CPF pour une formation d'une durée de 7 heures, est-ce que je peux demander un congé de formation à mon employeur? Tout à fait. Il faut demander une autorisation d'absence, mais ça, c'est quelle que soit la durée. Donc, tout à fait, vous pouvez demander à votre employeur une autorisation d'absence pour une action que vous financez via le CPF. Si on a encore 2 petites minutes, nous avons encore 2 questions. Comment se met en place le cofinancement du CPF avec l'employeur? Alors, techniquement, comment ça se met en place, on ne va pas rentrer dans le détail là, parce que c'est assez technique, mais en tout cas, il y a des supports qui existent, notamment une mise en place par la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'instance qui pilote le CPF. C'est des documentations qui sont disponibles sur le site Mon Compte Formation. Et donc, l'employeur, de son côté, c'est lui qui doit se créer un espace en tant qu'employeur. Et puis, c'est là qu'il va venir alimenter votre CPF. Ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va vous identifier, il va identifier la certification sur laquelle il souhaite cofinancer le parcours. Il va également déterminer un délai, c'est-à-dire le délai maximum au cours duquel vous allez devoir suivre la formation. Et si ce délai n'est pas respecté, les fonds reviendront à l'employeur. C'est partie des évolutions récentes en termes de sécurisation des abondements employeurs, parce qu'il y a pu y avoir des inquiétudes. Donc l'idée du gouvernement, c'est de favoriser au maximum les cofinancements par l'employeur. En tout cas, ce qu'il y a d'important, vous, en tant que salarié, c'est que ce cofinancement employeur, il doit être mis en place par l'employeur sur la plateforme avant que vous validiez l'achat de votre formation sur Mon Compte Formation. Ça, c'est très important à avoir en tête. Surtout, si vous souhaitez mobiliser un cofinancement de l'employeur, n'allez pas acheter la formation sur Mon Compte Formation et vous dire que derrière, l'employeur va pouvoir cofinancer, verser quelque chose. Le cofinancement doit se faire en amont. Donc vraiment, l'employeur doit faire la démarche avant que vous validiez l'achat de la formation. C'est vraiment, pour moi, en tant que salarié, c'est vraiment la chose à retenir. Sinon, ça va être bloqué et finalement, vous n'aurez pas accès à ce cofinancement. Dernière question, Sébastien. C'est la même personne que tout à l'heure. Est-ce que l'absence pour la journée de formation peut être rémunérée par l'employeur? Alors, s'il y a une La question autorisation concernant le d'absence congé. sur le temps de travail, l'absence sera rémunérée, mais l'employeur peut tout à fait également le refuser. Donc, c'est à avoir en tête. Après, si l'action de formation est en lien avec votre activité au sein de votre structure, bon, bah, parlez-en avec votre employeur et vous verrez le retour que vous fait votre employeur. On est bon niveau questions? Merci Sébastien. Ah. On est bon niveau questions. Super, merci Anna-Laura. On va donc conclure avec juste un petit mot sur les ressources et outils que vous avez à votre disposition. D'abord, le site internet de branche. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est très important que vous puissiez le connaître et vous y rendre. www.alisfa.fr. C'est le lieu où vous allez trouver toutes les infos en matière d'emploi et de formation, mais également toutes les évolutions de la convention collective figurent sur le site de branche. Donc, pour connaître vos droits, c'est important de pouvoir le consulter. Vous avez également toutes les informations sur le haut degré de solidarité, le HDS, qui est un dispositif qui peut être mobilisé par les salariés pour financer tout un tas d'actions lorsque on connaît des soucis personnels. On peut avoir pas mal d'accompagnements différents mobilisables via le HDS. On n'en a pas parlé ici parce que c'est pas forcément le lieu, mais en tout cas, vous retrouvez toutes les informations sur le site de branche et il y a un webinaire spécifique qui a été consacré à ce sujet-là. Le replay est disponible sur le site de branche alisfa.fr, donc n'hésitez pas parce que c'est un dispositif qui peut être très intéressant pour les salariés.
Sur les sites de branche, vous avez également la possibilité de vous abonner à nos newsletters. Donc là, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil. Si vous défilez la page tout en bas, vous verrez qu'il y a un formulaire d'inscription aux newsletters, ce qui est important parce que nos communications, elles sont à vocation à être à destination des employeurs et des salariés. Et généralement, on a les contacts uniquement des employeurs. Donc, vous, en tant que salarié, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters. Il y a parfois des communications qui vous sont destinées plus spécifiquement. Parfois, on mène des enquêtes au niveau de l'observatoire à destination des salariés. Et donc, on a besoin d'avoir le contact des salariés. Et pour vous, ça peut vraiment avoir un intérêt pour suivre l'actualité de votre branche professionnelle. Et voilà. Donc, on vous invite vraiment à vous abonner. On vous invite également à vous rendre sur le site de l'OPCO, une formation où il y a tout un tas d'informations sur les financements de la formation professionnelle. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de la branche, les pages LinkedIn et Facebook qui ont été mises en place l'année dernière et qui permettent d'être tenus au courant facilement de l'actualité de la branche professionnelle. Et encore une fois, la branche en matière d'emploi-formation, en matière de convention collective, etc. Vous aurez toute l'actualité en direct, les longs des pages sur LinkedIn et Facebook, à l'ISFA, la branche professionnelle. Différents supports d'information sur tous les financements de la formation professionnelle, notamment une brochure salariée. Anna-Laura en a parlé en introduction. La brochure salariée, elle va être très prochainement publiée dans sa version 2026. La version 2025 est déjà sur le site. Assez peu d'évolution sur la version 2026. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà consulter la version 2025 qui reprend l'essentiel de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Il y aura une affiche également qu'on a en cours de finalisation qui va être envoyée à votre employeur. Et donc, l'idée, c'est que votre employeur puisse afficher cette affiche qu'on va lui envoyer pour informer l'ensemble des salariés sur la brochure qui a été publiée sur le site internet alisfa.fr. Et puis, il y aura un QR code pour renvoyer directement vers cette brochure. Les outils GPEC, on en a parlé au cours de ce webinaire, mais ils sont disponibles sur la page alisfa.fr comme les autres outils. Puis le kit de l'entretien professionnel, on en a également parlé. Donc, on a balayé tous les outils et toutes les ressources qui sont à votre disposition. Et il ne nous reste donc qu'à vous remercier pour votre participation active. Je remercie également tout particulièrement Anna-Laura pour tout le travail réalisé dans le cadre de ces webinaires et toute l'équipe de la CPNEF qui s'investit sur ces temps d'information. Merci beaucoup et à bientôt.